Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler évidemment de Koh Lanta, le totem maudit. Et oui, c'est comme ça, maintenant je fais les vidéos à sien parce que je commence à prendre la confiance. En plus, j'ai acheté du matos, donc je suis tranquille, je suis posé dans mon fauteuil et puis c'est beaucoup plus facile de parler à la caméra comme ça. Et du coup, nouvelle saison de Koh Lanta, le totem maudit. Alors comme d'habitude, j'ai fait mon petit plan en 4 parties. La première partie pour dire que ça fait quand même bien plaisir de retrouver l'émission et surtout, on retrouve des grands classiques. C'est un peu Koh Lanta qui récite ses gammes. Ensuite, justement, il n'y a pas de bon Koh Lanta sans nouvelles règles et on va un peu essayer de voir en quoi ça consiste. En troisième point, j'ai trouvé que cette aventure était pas facile. Je trouve que c'est assez spartiate au niveau des conditions par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé. Et enfin, comme je fais souvent, terminer par un petit point stratégie. Donc, comme je le disais, Koh Lanta récite ses gammes. Bah oui, on a des citations qui sont quand même assez emblématiques de Koh Lanta. Alors, j'ai noté Denis qui nous dit une myriade d'îlots karstiques. Il a encore été la chercher au fin fond du dictionnaire, celle-là. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir, quoi. C'est sa signature et t'es content de retrouver ce genre de phrases qui sortent du néant. Au moins, t'apprends de nouveaux mots, c'est cool. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fameux du fond du cœur. Je vous souhaite bonne chance. T'as vraiment l'impression qu'il est impliqué émotionnellement. Alors que bon, en vrai, il en a rien à foutre. Mais c'est comme ça, pour avoir l'air sympa, il se donne une image de mec cool. Et du fond du cœur, bonne chance parce que j'ai vraiment pas envie que vous soyez éliminé, quoi. Bon, en vrai, il y en a des éliminés à tous les conseils depuis 21 ans. Mais bon, du fond du cœur, bonne chance. Ensuite, c'est un Koh Lanta qui dure 39 jours. Donc ça aussi, ça fait plaisir, c'est pas un demi Koh Lanta, ils vont bien en chier jusqu'au bout. Alors normalement, c'est plutôt 40. Moi, j'aime bien quand c'est 40, ça fait un nombre rond, mais bon. 39, franchement, on va pas chipoter pour 24 heures, ça reste quand même hyper dur de tenir 39 jours sur une île déserte. Et puis, une citation qui va sembler juste magique, c'est « Avec le totem maudit, on a zéro contrôle sur rien. » Bah voilà, c'est dit, Koh Lanta est un jeu complètement random. Oui, non franchement, ils auraient pu couper au montage, quoi, essayer au moins de nous faire croire qu'il y a un peu de compétences, de mérite, tout ça, que c'est pas complètement lié au hasard et au retournement de situation un peu à l'arrache. Bah non, au calme, on a zéro contrôle sur rien. Bon bah c'est cool, on a juste à attendre et puis à voir qui sort alors. Et on enchaîne sans plus tarder sur les nouvelles règles. La plus évidente, bien sûr, c'est le totem maudit dont on était tous impatients de voir les modalités. Et apparemment, ça va être un truc un peu modulable. C'est-à-dire que là, sur cette épreuve, dans cet épisode, c'était pour l'équipe perdante de faire un conseil surprise. C'était ça, la punition du totem maudit. Mais a priori, c'est pas quelque chose qui va durer. Denis a pas dit à chaque fois qu'une équipe perdra, elle fera un conseil immédiat. Et évidemment, ça aurait pas de sens de faire ça parce qu'au bout d'un moment, tu t'en souviens. Donc, tu prépares le conseil immédiat en prévision de ta défaite à l'épreuve. Donc du coup, ça va être encore une plus ou moins surprise à chaque épreuve. Moi, je trouve ça un peu dommage. Pourquoi? Comme je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, c'est parce que plus il y a de hasard, plus la prod décide ce qu'est le jeu au fur et à mesure du jeu, moins ça permet aux candidats de vraiment prendre leur destin en main et de prévoir ce qui va se passer et d'agir en conséquence. Donc moi, je suis pas super fan de ce genre de procédé. Ensuite, on a vu qu'il y a quand même 2 équipes qui sont allées au conseil. Les 2 équipes qui n'ont pas gagné l'épreuve d'immunité sont allées au conseil. Ça, c'est différent de ce qui s'était passé, il me semble, dans Koh Lanta, la guerre des chefs, où il y avait qu'une équipe qui allait au conseil, si je me trompe pas. Et ça, je trouve ça pas mal parce que ça te fait vraiment une motivation pour gagner. Et puis de toute façon, il faut que le jeu avance. Il y a plein de candidats, donc faut que ça écrème. C'est dur, évidemment, ça fait pas plaisir pour les gens concernés, mais voilà, au moins, t'es sûr que la victoire, elle a vraiment de la valeur. Et enfin, introduction de 2 bracelets maudits qui seront actifs jusqu'à la réunification et qui resteront attachés au candidat qui l'a récupéré lors de la première épreuve jusqu'au conseil de la réunification. Donc ça, c'est vraiment une punition très dure. Enfin, moi je trouve que avoir une voix contre soi naturellement, et c'est ce qu'on a encore vu dans cet épisode, ça attire les voix contre soi, tout simplement. Du coup, je trouve ça assez dur pour la personne concernée. Fallait vraiment pas arriver dernier à la première épreuve. Et donc c'est Lily qui en a fait les frais lors de cet épisode. Quant à Yannick, lui, il a vraiment une personnalité très forte qui a l'air de plaire à pas mal de monde, plus ce qu'il peut apporter physiquement à l'équipe, évidemment. Donc il s'en tire pour le moment et à mon avis ça va pas lui poser de problème avant 2 ou 3 conseils, quoi, cette histoire de bracelet. Mais on le savait depuis le début, le bracelet peut également se transmettre et donc cette fois-ci c'est Pauline qui en a fait les frais. C'est Lily qui a donné directement son bracelet à Pauline en disant qu'apparemment elle avait été un peu plus faible sur les épreuves. Bon, moi je l'ai pas particulièrement remarqué, mais bon, si elle le dit, j'imagine qu'elle a une bonne raison. Elle avait pas l'air d'avoir de ressentiment particulier envers Pauline. En tout cas, si c'est le cas, Pauline
est vraiment mal pour le prochain épisode, à moins évidemment que son équipe remporte l'épreuve d'immunité. Pour les 3 premiers jours, j'ai également trouvé que les conditions étaient particulièrement difficiles. Le premier élément, c'est qu'ils n'ont pas de riz, ils ont 0 riz. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu assez rare. En général, ils ont quand même un petit peu de riz pour commencer l'aventure. Alors, ça reste peu, hein. Je me souviens de 300 grammes dans Koh-Lanta, les armes secrètes, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais ça fait quand même un petit peu de matière pour subsister. Là, ils ont rien eu du tout. Alors, ils ont été un peu aidés au niveau survie, et ça, je me suis posé la question, parce qu'ils ont apparemment des serpents qui peuplent un peu l'île, et donc pour des raisons de sécurité, ils leur ont donné des bambous pour pouvoir vivre surélevé. Et je me suis dit justement, la cabane, elle est quand même allée très très vite. Il me semble que les 3 équipes avaient une cabane finalement assez rapidement dès la première nuit, ce qui est quand même très rare dans Koh-Lanta. Et je me suis dit peut-être qu'ils avaient un peu plus que juste un sol, ils avaient aussi plus d'outils à leur disposition pour créer directement une cabane digne de ce nom. Après, les conditions climatiques étaient telles qu'ils ont pris de la pluie dès le premier jour, et ça c'est vraiment pas un cadeau. Et vous avez beau être fort pour faire des cabanes, vous avez beau arriver à vous débrouiller pour faire ça assez rapidement, faire un toit étanche, ça reste quand même un grand mystère de Koh-Lanta, quoi. À partir du moment où vous avez plus d'une demi-heure de pluie, c'est compliqué, je me rappelle pas d'un toit qui ait été parfaitement étanche dans Koh-Lanta. Et puis au niveau bestiole aussi, comme ils ont mentionné plusieurs fois, il y a certaines saisons où t'as l'impression qu'ils sont un peu tranquilles à ce niveau-là, ou en tout cas, c'est pas trop montré. Là, ils ont quand même eu un espèce de mille-pattes chelou qui leur court dessus pendant qu'ils dorment, c'est vachement agréable. Ils ont eu un serpent là, qui s'est fait couper en 2 d'ailleurs, à la machette. Et puis ils ont eu l'invasion de fourmis dans la cabane, enfin ça fait super plaisir. Donc pas été 3 premiers jours dans Koh-Lanta, quoi, ça a l'air de vraiment pas être facile au niveau survie. Et enfin on termine avec une jolie stratégie de Seta. Alors peut-être certains diront que c'était une stratégie un peu naïve, qu'elle aurait pu faire ça mieux, qu'il y avait d'autres solutions, c'est vrai, mais il n'empêche que d'entrée de jeu, c'était une stratégie ambitieuse, bien faite, qui aurait pu fonctionner, qui, bon, malheureusement, oui, bon, bah, j'aurais bien aimé que ça aboutisse, quoi, c'est pas parce que j'étais le plus grand fan de Céline, mais en tout cas, elle avait un objectif, c'était de se sauver Céline et elle, et pour ça, qu'est-ce qu'elle a fait? D'abord, les deux, elles vont chercher en forêt, et elles s'arrangent pour faire des messes basses, et pour fouiller dans les sacs en revenant. Donc comme ça, elles font planer le doute. Et on a vu d'ailleurs Matteo, alors, elles ont dû crier un peu fort, quoi, cette histoire de bluff, peut-être que c'était un peu évident. Matteo a des doutes, mais justement, il a des doutes, donc il sait pas, il se dit pas non, c'est sûr que c'est du bluff, il n'y en a aucune des deux qui a le collier. C'est suffisamment crédible pour faire planer le doute un peu partout dans la tribu. Et ensuite, Seta, elle sait qu'elle est en danger, mais elle sait aussi que Yannick a pas particulièrement envie de voter pour elle. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Première cible, on va dire, la plus facile, Yannick, elle va le voir et elle lui dit, bon ben voilà, Céline a un collier, si Céline sort son collier, c'est moi qui sors, faut que tu votes Stéphanie pour que ce soit pas moi qui sors, t'as dit que tu m'aimais bien, t'as dit que tu voulais pas me voir sortir, et donc Yannick se laisse assez facilement convaincre. Et après, logique, elle s'arrête pas en si bon chemin, elle continue sur sa lancée et elle va voir Jean-Charles. Alors malheureusement pour elle, là Jean-Charles, il est pas vraiment acquis à sa cause de base, quoi. C'est un peu plus compliqué. Lui, il dit j'avais dans l'idée de voter Céline, je vote Céline quoi qu'il arrive. Il y a un collier, pas de collier, il se pose pas la question en fait. Il dit les discussions, voilà, il est constant. Peu importe les discussions, peu importe ce qui se dit, on verra si ça se retrouve d'ailleurs dans son style de jeu par la suite. Lui, il était parti sur sa première idée, voter Céline, et il se laisse pas perturber par les bruits de couloir. Et enfin, la troisième personne qui aurait pu se laisser prendre par cette stratégie, c'est Anne-Sophie. Anne-Sophie qui est convaincue en fait par Yannick. Yannick dit, moi j'ai aucun doute sur le fait que Seta et Céline ont un collier et qu'elles vont éventuellement se le passer ou que Céline va le jouer. Alors Anne-Sophie, d'un premier abord, elle est plus méfiante parce qu'elle dit, est-ce que tu l'as vu ce collier? Est-ce qu'on te l'a montré? Et Yannick, en fait, il est très persuasif, il est sûr de son coup, il est sûr d'avoir réussi à percer un peu le langage corporel de Seta. Il lui dit, non, mais moi je suis sûr, elle a l'air hyper confiante, donc il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit un vrai collier. Anne-Sophie finalement se laisse convaincre,
Mais le problème, c'est que elle a pas du tout envie de voter Stéphanie et elle a pas du tout envie de protéger Seta. Donc c'est pareil, c'est un peu comme Jean-Charles en fait. Bon, elle est peut-être convaincue par le fait qu'il y a un collier, mais de toute façon, voir sortir Seta ou voir sortir Céline, elle s'en fout un peu et donc ça marche pas très bien. Elle est pas très réceptive à la stratégie lancée par Seta. Bref, ça n'a pas suffi. C'est finalement la logique entre guillemets qui l'a emporté, la logique de la performance physique sur l'épreuve d'immunité, et c'est Céline qui sort. Après, dans le détail des votes, c'est un peu difficile de comprendre, il y a peut-être des trucs qui nous ont pas montré pour laisser planer le suspense. En tout cas, j'ai trouvé que la tentative de stratégie de Seta était une vraie stratégie avec une vraie cohérence. Elle a essayé de faire les choses le mieux possible, c'était propre, on va dire, bien amené, il n'y avait pas trop de surjeu, à part peut-être dans cette histoire de faux collier un petit peu, mais finalement ça a quand même bien pris. Donc une belle tentative qui malheureusement n'aboutit pas, et c'est vraiment la logique du entre guillemets mérite, ou je dirais plutôt de la performance physique qui est respectée pour ce conseil. Ça nous aura donné l'occasion quand même de voir qu'il y a certains groupes qui se forment, et c'est là où je pense que c'est vraiment intéressant pour les prochains épisodes, donc à surveiller. Tout d'abord, donc chez les violets, le groupe constitué de Jean-Charles, Anne-Sophie et Yannick, qui apparemment veulent marcher ensemble. Et puis plus tôt dans l'épisode, je me rappelle plus exactement quand, mais j'ai noté ça, le groupe constitué par et Fouzi, Alexandra, Maxime, Colin et Fouzi. Le groupe constitué de Alexandra, Maxime, Colin et Fusy. Le groupe constitué de Alexandra, Maxime, Colin et Fusy chez les Bleus, donc pareil, hein, on n'en a pas vu beaucoup plus évidemment, mais je pense qu'il faudra les surveiller lors des prochains épisodes. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez envie de voir mes prochaines vidéos sur les épisodes de cette saison de Koh-Lanta le Totem Maudit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et quoi qu'il en soit, j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne pour le débrief du prochain épisode.